retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web télé de l'immobilier. Je rappelle que nous sommes ensemble pendant tout ce salon de la Porte de Versailles. Et mon invité, c'est Jean-François Batou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial de service à l'habitat chez GDF Suez. Alors, contrairement à une idée reçue, déjà, chez GDF Suez, vous ne faites pas que du gaz, vous faites d'autres énergies. Vous êtes positionné sur ce qui s'appelle le mix énergétique. En quoi ça consiste? Alors oui, et c'est très important, c'est un socle pour le groupe GDF Suez. En fait, il y a toute la partie amont, c'est-à-dire que notamment en termes de production d'énergie, GDF Suez produit 25% de l'énergie hydroélectrique en France, est leader dans la production d'énergie électrique à base d'éolien, et puis il y a des actifs de production d'électricité à partir de gaz, etc. Et donc en amont, pour la production d'électricité, le mix énergétique est important. En aval, ensuite, on propose des solutions qui sont couplées avec notamment des énergies nouvelles et renouvelables comme le solaire thermique, avec effectivement du gaz ou autre. Et donc cette notion de mix énergétique aval qui répond finalement en fonction des situations aux besoins des clients est très importante. Aujourd'hui, un énergéticien n'est pas simplement un porteur d'une énergie, il propose un panel de solutions, un mix énergétique. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas forcément une énergie qui est meilleure que les autres? Alors, en matière d'énergie, en fait, il faut d'abord préserver la dépense d'énergie par des bâtiments bien isolés, bien conçus. Ensuite, il faut effectivement, dans la mesure du possible, avoir recours aux énergies renouvelables. Et ensuite, choisir l'énergie complémentaire, puisque l'énergie renouvelable est intermittente. L'énergie complémentaire qui va venir combler avec de la puissance, quelle que soit la journée, quel que soit le moment dans l'année, et à un coût qui est effectivement compétitif. Parce que si au moment où on a besoin d'énergie complémentaire, c'est là où elle est le plus chère, ce n'est pas très intéressant. Et donc, la notion de complémentarité, c'est bien, notamment au gaz naturel. Alors le coût compétitif, évidemment, en ce moment, c'est le nerf de la guerre. On ne parle que de ça. Le pouvoir d'achat des Français, c'est la crise. Et le souci, donc numéro un des gens, c'est de faire baisser leur facture énergétique qui ne cesse de s'accroître dans leur budget. Alors, que dois-je faire si, par exemple, je décide de construire une maison individuelle et que je veux dépenser le moins possible en énergie? Alors, au fond, il y a 4 critères assez simples à retenir. D'abord, quand on va faire appel à un professionnel pour faire des travaux, si on habite une maison existante, il faut que le professionnel puisse établir quand même les économies d'énergie et sur l'ensemble des usages. Chauffage, eau chaude. Pas simplement vanter les mérites d'une solution pour le chauffage sans jamais parler de l'eau chaude. En réalité, on a besoin des deux et trouver un système qui est cohérent entre le chauffage et l'eau chaude. Bon. Premier critère, les économies d'énergie. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle l'optimisation financière. Il y a des aides, des financements et qui sont liés à la performance énergétique, qui sont intéressants. Le gouvernement a notamment couplé ce qu'on appelle le crédit d'impôt développement durable au PTZ, à l'éco-PTZ, pardon. Ce sont des effets de levier, j'y reviendrai, intéressants, mais c'est compliqué et donc il faut passer du temps pour trouver la meilleure solution avec la meilleure aide financière. Troisième critère, c'est l'étiquette énergie. C'est la véritable carte d'identité du logement ou de la maison. Et c'est important de savoir, après des travaux, si ma maison est par exemple en étiquette énergie E, que je mets un capteur solaire, une chaudière à condensation, de l'isolation, est-ce que je vais arriver en C, en B? Ça, c'est un élément important parce que c'est patrimonial. Et puis, ne pas oublier le confort, parce que parfois, on parle souvent de performance énergétique et les gens attendent du confort en termes de chauffage, en termes d'eau chaude. Et donc, il faut avoir un ensemble de solutions qui répond à ces 4 critères. Économie d'énergie, optimisation financière, carte d'identité, confort. Très bien. Alors concrètement, le BBC, on sait, ça coûte un peu plus cher qu'une construction normale. On estime le surcoût entre 5 et 15% en plus. Est-ce que je m'y retrouve à la fin sur ma facture? Alors sur le BBC, qui est aujourd'hui généralisé sur le bâtiment neuf, plus en logement collectif qu'en maison individuelle, c'est vrai qu'il y a un surcoût qui existe. Maintenant, si on reprend les critères que j'ai cités, en termes d'économie d'énergie, le BBC, c'est, si on le compare à une automobile, c'est un logement qui va consommer 1,5 litre au 100 km. Alors que sur une maison existante, c'est 12 litres, 13 litres au 100. Donc on voit qu'on a une réelle économie. Quand je parlais de la carte d'identité, on aura une étiquette énergie qui sera en A ou en B, selon la disposition, l'énergie et puis la répartition sur le territoire national. Et donc, quand je vais habiter ce logement ou le revendre, j'aurai vraiment une valeur patrimoniale qui sera intéressante, en tous les cas pas décotée par rapport. Donc si on prend ces 2 critères-là simplement, c'est vrai qu'il y a un surcoût
on s'y retrouve après. Ça, c'est très intéressant. Ce que vous évoquez, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que véritablement, dans la valeur d'un bien, entre en ligne de compte ce fameux diagnostic de performance énergétique. Oui, et qui est lisible par le consommateur. C'est-à-dire qu'on a redonné en quelque sorte le pouvoir au consommateur. Il arrive par un critère très simple qu'il a l'habitude de voir sur l'électroménager ou sur l'automobile. Par une lecture simple, il dit tiens là, je vois qu'avant, après, j'ai un gain sur mon bien. Et dans le neuf, tiens, j'achète un bâtiment ou une maison avec une étiquette énergie A. Voilà. Et ça, c'est quand même intéressant parce que, au fond, c'est effectivement la vérité, même si les calculs sont conventionnels et qu'en consommation réelle, ensuite, il faudra piloter l'installation. En tous les cas, on est sûr qu'une maison en étiquette énergie A va moins consommer que celle qui est en G, évidemment. A priori. Alors, autre cas de figure, j'ai déjà une maison ou un appartement, je veux faire des économies d'énergie. Qu'est-ce que je peux entamer comme démarche ? Alors là, ce qui est important, c'est au fond, sans doute commencer par un diagnostic. Parce qu'il y a le plan bâtiment Grenelle qui a fait une étude en France qui dit finalement les gens sont assez conscients que leur parc énergétique, enfin leur maison est assez mal placée sur l'étiquette énergie. Donc ils se disent qu'il va falloir faire quelque chose. Ils sont conscients que les travaux sont importants parce qu'il faut coupler de l'isolation avec des systèmes, parfois des capteurs solaires, etc. Donc ils disent, bon, je vais devoir investir, mais il faut les convaincre du retour sur investissement et des avantages pour eux. Et donc ça passe par un diagnostic, parce que finalement, on va dire, voilà, vous avez tant de dépenses, voilà ce que vous allez gagner toujours sur l'économie d'énergie, sur l'étiquette énergie, et puis en termes d'optimisation économique, c'est important. Je vais prendre 2 exemples pour bien vous faire comprendre. Aujourd'hui, vous avez une maison, vous changez de chaudière par une chaudière à condensation, vous avez un crédit d'impôt développement durable qui est de 10%. Si vous voulez mettre des capteurs solaires thermiques, le crédit d'impôt est de 32%. Alors vous dites, bon ok, j'ai compris, 10% pour la chaudière, 32% pour le chauffe-eau solaire. Mais si vous couplez les deux, le crédit d'impôt passe de 10 à 18% pour la chaudière, de 32 à 40% pour le chauffe-eau solaire. Et c'est pas fini, vous avez droit à un prêt à taux zéro, qui lui, donc à 0%, finalement sur 15 ans, arrive à une centaine d'euros si on considère l'installation autour de alors ça dépend, effectivement si on considère l'installation autour de 10 000 euros pour la chaudière, les capteurs solaires, ou 12 000 euros, on va avoir un remboursement mensuel sur 15 ans d'environ 80 euros à 0%. Donc on voit que de la chaudière simple avec 10% de crédit d'impôt, si on couple avec d'autres choses, on a plus de crédit d'impôt et en plus un financement à 0%. C'est compliqué, mais ça existe, et donc il faut, par ce diagnostic, effectivement, engager le dialogue. C'est la première étape. C'est un peu compliqué, mais il faut bien le mettre dans la tête des Français pour qu'ils se disent c'est important de passer par là. Après, faire appel à un professionnel qualifié, parce que toutes ces aides seront, bien entendu, fonction de ce qu'on va installer, mais fonction de la personne qu'on va mobiliser. Et là, il faudra un professionnel avec les qualifications professionnelles sur les ENR et sur l'ensemble d'autres éléments. Si on est sur un bâtiment neuf, il faut qu'il y ait le label également. Donc on voit bien que le professionnel a une valeur ajoutée aussi pour obtenir les aides. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a fait les travaux, on a une belle étiquette énergie, on a du confort. Il faut apprendre à se servir de cette nouvelle installation. Et là, il y a 2 clés. D'abord, l'entretien. Si je prends l'exemple d'une chaudière ou d'un autre système, le fait de l'entretenir, ça fait économiser 15% par an. Ah oui, c'est considérable. Donc on se dit, tiens, le coût d'un entretien d'une chaudière qui est aux alentours de 120-130 euros par an, finalement, c'est quasiment remboursé par l'économie d'énergie sur une maison existante. Donc c'est important de le savoir. Et puis, autre élément important, c'est la mesure des consommations, pour bien se rendre compte que je fais des travaux, tiens, je mets 2 degrés de plus, ça fait 14% d'économie envolée. Il faut que je sois conscient de ça aussi pour faire correspondre. Donc, il y a plusieurs étapes. Le diagnostic, la réalisation des travaux avec un financement, l'entretien et puis aussi la mesure des consommations quand c'est possible. Voilà, et puis les comportements aussi derrière, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Exactement, et parce que la mesure des consommations, c'est un peu technique, effectivement, ça ne traduit que les comportements des gens qui auront mis le thermostat à 22 au lieu de 19 et qui auront pris plus de bains ou de douches que ce qui avait été prévu au départ. Tous ces conseils, toutes ces informations, on les trouve où ? Alors, on les trouve d'abord auprès de son professionnel, qui peut effectivement faire ça. On peut les trouver aussi sur des sites internet. On a un site internet qui s'appelle GDF-Suez-Home Performance, qui est vraiment sur ces métiers-là et sur ces conseils d'évaluation et qui met en avant le diagnostic, l'entretien, le financement. Je pense qu'il faut effectivement
s'informer sur Internet, je pense que c'est important, et ensuite faire appel à un professionnel qui vienne chez soi pour évaluer, parce qu'on ne pourra pas se faire une idée précise que sur Internet des travaux réellement faits. C'est un bon départ, c'est bien parce que ça permet d'avoir déjà une bonne pédagogie et donc de mieux comprendre l'interaction avec le professionnel, mais après, ça passera par quelqu'un qui va venir expliquer chez soi ce qu'il faut faire. Un petit mot de prospective, 2020, on s'attend donc à cette fameuse maison à énergie passive, c'est-à-dire qui va produire, à énergie positive même, qui va produire plus d'énergie qu'elle n'en consommera. Est-ce que c'est juste de la science-fiction ou est-ce qu'on va y arriver ? Non, mais votre lapsus en fait montre bien ce qu'il faut faire, parce qu'il faut passer par le passif, par le BBC, puis le passif pour consommer moins d'énergie. Parce que finalement, le bâtiment à énergie positive, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison qui consomme peu d'énergie parce qu'elle est performante, BBC ou maison passive, et qui va produire par un autre système, le photovoltaïque par exemple, ou une chaudière, un éco-générateur, plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc on comprend bien que si elle consomme peu au départ, on aura moins à produire pour couvrir ces besoins-là. Et si on a moins à produire, ça coûtera moins cher, ce sera plus simple. Donc ce n'est pas de la science-fiction, et il y a plusieurs étapes, et la première étape aujourd'hui dont on parle, BBC dans le neuf, et même dans l'existant, puisqu'il y a des labels BBC aussi dans l'existant, c'est une étape absolument indispensable pour arriver à une nouvelle ère énergétique avec ces bâtiments à énergie positive. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Jean-François Batou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et nous, on reste ensemble sur la web télé d'acheterlouer.fr et on remercie nos partenaires Top Duo, Habitea, Rentabilimo et le groupe David Immobilier. À tout à l'heure pour une nouvelle interview.